Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du Balado L'État du monde. Toujours en ma compagnie, fidèle au poste, Jocelyn. Comment ça va? Très bien, très bien. Et toi? Super, merci. Écoute, aujourd'hui, bon, on ne parlera pas d'Iran, comme on vous l'avait Non. promis la semaine dernière, parce que, bon, écoute, essentiellement, c'est toujours en processus de cesser le feu. Ouais. Là, en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe, donc comme on ne sait pas ce qui se passe, il vaut mieux ne pas en parler. Certaines informations disent que le détroit d'Ormuz est complètement réouvert, essentiellement sous contrôle américain, alors qu'on voit d'autres nouvelles sur les réseaux sociaux, des bateaux, je disais ce matin, un tanker indien qui aurait été attaqué, pris pour cible par les gardiens de la Révolution, donc ce qui laisserait sous-entendre que le détroit n'est pas si ouvert que ça finalement, puis que les Iraniens continuent à le contrôler, soit en totalité ou en partie. Donc, on va laisser le cessez-le-feu se terminer, puis on pourra en reparler peut-être la semaine Mais, prochaine. mais il y aura une séance de négociation lundi parce que Trump a annoncé tout à l'heure, donc on est dimanche matin, a annoncé tout à l'heure que son équipe de négociateurs partait et arriverait donc au Pakistan lundi pour commencer une nouvelle séance de négociation. Puis ça sera toujours avec J.D. Vance. C'est pas clair. C'est sûr que Kushner va être là avec M. Witkoff, mais savoir si le vice-président va encore une fois se déplacer, c'est une autre paire de manches. Mhm. Bon, on verra au cours des prochains jours Voilà. de quoi il en retourne. Bon, on va faire un petit retour sur ce que tu avais discuté la semaine dernière. Donc, Mhm. ben, c'était pas encore confirmé à ce moment-là, mais ça a été confirmé la défaite de Viktor Orban comme premier ministre hongrois. Donc, son opposant, Peter Magyar, a remporté à peu près le 2 tiers des sièges. Ouais. Donc, c'est un petit peu à prévoir. C'est ce que tu nous laissais sous-entendre la semaine dernière. Et puis, moi, je vais revenir sur un texte qui a été publié dans Le Monde il y a à peu près 2 semaines de ça sur l'intelligence artificielle et puis les conflits de demain. Donc, dans quelle mesure l'IA joue un rôle dans ce que l'auteur du texte, le journaliste, appelle la création d'armes autonomes, en quoi il y a une autonomisation Mhm. des armes de guerre. Moi, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas en accord avec l'utilisation de ce mot-là. Pour moi, lorsqu'on parle d'armes autonomes, ça fait référence à des facultés spécifiques que les armes en question n'ont pas. Donc, je vais faire une petite mise à jour là-dessus, puis petite clarification conceptuelle pour savoir réellement de quoi on parle. Mais voilà, donc on va commencer par discuter de la défaite de Viktor Orban. Donc, ça a été, d'une certaine façon, dans les médias, surtout certains médias québécois, certaines personnes ont applaudi la défaite d'Orban comme étant quelque chose, enfin, c'est la fin de l'illibéralisme, ou voire même du fascisme, qui est enfin remplacé par un chef de gouvernement plus respectable, entre guillemets. Puis c'est vrai que Peter Magyar ben, dirige une coalition très vaste. Il y a des éléments du centre et de la gauche dans cette coalition, mais comme tu nous l'avais rappelé la semaine dernière, il n'en reste pas moins que c'est un politicien qui était issu du Fidesz, du parti de Viktor Orban, avec lequel il avait rompu il y a quelques années de ça. Et puis, en tout cas, s'il y avait un espoir que la Hongrie allait adopter des politiques plus à gauche, moins illibérales, ben, je pense que ces gens-là doivent déchanter aujourd'hui parce que Magyar a annoncé hier ou avant-hier qu'il comptait annuler tous les visas de travail des travailleurs étrangers qui ne sont pas citoyens de pays membres de l'Union européenne, donc expulsion des travailleurs étrangers. Il a réaffirmé à nouveau ses positions anti-immigration. Il a aussi réaffirmé sa volonté de continuer à acheter du pétrole de la Russie. Donc, en fait, c'est une copie conforme des politiques de Viktor Orban, mais aussi, coup de tonnerre, il s'est fait accueillir à la télévision d'État, donc l'équivalent de le Radio-Canada hongrois finalement. Et puis, il a annoncé en pleine entrevue à la journaliste en question, il dit, écoutez, je suis heureux d'être enfin de retour dans vos studios
parce que la dernière fois que j'étais avec vous, c'était en septembre 2024, donc dans les semaines qui avaient suivi les élections européennes, où il avait quand même fait une percée. Là, sa coalition, de mémoire, avait obtenu à peu près 30-35 des voix, ce qui est un petit peu le prélude à sa victoire de la semaine dernière. Il dit donc, je suis content d'être de retour parce que ça fait un an et demi que vous ne m'avez pas invité. Et puis, là, il leur a servi une volée de bois vert, puis il leur a fait comprendre que ben, le média d'État, encore une fois, Mm. l'équivalent du Radio-Canada hongrois, avait jamais fait preuve d'objectivité dans le traitement de l'information, qu'il l'avait calomnié. Donc, ils auraient dit des choses au sujet de ses enfants, de sa famille, sans lui donner un droit de réplique. Et puis, il leur a annoncé que ben, le financement de l'État, c'était fini. Donc, les journalistes Ouais, sont restés extrêmement surpris de cette réaction-là. ouais, Donc, quelque chose que même Viktor Orban n'avait pas osé faire, couper le ouais, financement de l'État pour les médias. Ben, son successeur, qui était apparemment une personne plus acceptable socialement, ben, en réalité, est peut-être en train de rajouter une couche de plus dans l'illibéralisme hongrois ouais, des 16 dernières années. ouais. Donc, voilà, on va voir maintenant, Il ça y va être a, quoi. je rajouterais une chose, tout à l'heure tu as dit à propos des relations internationales, c'est sûr que Magyar est plus pro-européen que Orban. Est-ce que c'est des degrés? À mon avis, Orban n'a jamais voulu quitter l'Union européenne, mais ce que Magyar a aussi dit, c'est qu'il n'empêcherait pas l'Union européenne de donner un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, mais que la Hongrie ne participerait pas à ce financement. Donc, on voit qu'il essaie d'équilibrer les choses, n'est-ce pas? Alors que Orban, lui, freinait, mettait son veto à ce prêt-là. Magyar coupe la poire en deux. Donc, est-ce qu'il va faire ça pour d'autres questions de politique internationale? On verra. On verra aussi si l'administration Trump va quand même maintenir de bonnes relations avec la Hongrie, parce que Orban était devenu la darling des groupes de droite et puis des groupes extrémistes aux États-Unis. Maintenant, ils ont pu leur faire valoir en Europe, euh, mais ils en trouveront certainement d'autres parce C'est ça. qu'il y aura d'autres élections. Il faut regarder la Bulgarie aujourd'hui avec la possibilité d'un gouvernement plutôt à poigne. Et puis, ben, dans un an et demi, ça sera la France, hein. Oui. Puis l'autre chose, en fait, peut-être que Orban, au cours de ces 16 années, il s'est peut-être graduellement trop peinturé dans le coin en brûlant des ponts avec l'Union européenne. Puis je pense que Magyar a essentiellement compris, bon, ben, euh, c'est important d'avoir des fonds structurels européens. Donc, c'est énormément d'argent. Donc, pour la Hongrie, qui n'est pas le pays le plus riche d'Europe non plus. Donc, l'idée, ce serait d'avoir un meilleur équilibre. Donc, d'essayer de paraître un petit peu plus légitime aux yeux de Bruxelles, de la Commission européenne, tout en maintenant les positions très conservatrices de la société hongroise, de façon à rétablir l'équilibre qui a été rompu sous Orban pour recommencer à toucher les fonds structurels qui étaient bloqués à Bruxelles. Donc, Orban était peut-être c'est peut-être trop radicalisé, ce qui l'a amené à brûler des ponts. Tandis que Magyar, sa volonté, c'est ça, de trouver le juste équilibre pour essayer de continuer à plaire à tout le monde, donc l'électorat conservateur hongrois, mais aussi montrer, ça va durer combien de temps, on ne le sait pas, mais rétablir les ponts avec Bruxelles pour recommencer à toucher les fonds structurels. Parce que ce qu'on se rend compte avec la Hongrie versus Bruxelles, c'était finalement une guerre culturelle et sociale euh, entre les deux. Orban voulant protéger ce qu'il appelle la civilisation chrétienne face aux monstres laïcs à Bruxelles qui veut imposer ses normes pratiquement religieuses, sociales, éducationnelles et sur les questions d'immigration. Donc ça, pour les Hongrois, c'était une ligne rouge et puis il fallait pas la franchir.
la franchir. Et quand l'Union européenne l'a franchi, ben, il s'est braqué et puis évidemment, il a été privé des Là, fonds structurels. c'est ça. Puis là, quand il a commencé à se braquer, ben, ça a créé une escalade avec Voilà. Bruxelles. Donc, la radicalité de l'un a amené à la radicalité de l'autre et ça a atteint un paroxysme où c'était devenu la bête noire de Bruxelles. Puis, écoute, tu vois, en Roumanie, c'était quoi, il y a un an, la fameuse élection présidentielle qui avait été Ouais. annulée parce qu'il y aurait eu des interférences étrangère de la part de la Russie. Puis par la suite, beaucoup de trucs avaient circulé à l'effet que Bruxelles, l'Europe, avaient interféré Mm. dans le déroulement des élections en Roumanie pour s'assurer que le candidat qui l'emporte soit un candidat pro-européen. Moi, je ne serais pas surpris d'apprendre dans un an ou deux que euh, l'Europe a contribué d'une façon quelconque à la défaite d'Orban lors des Mhm. élections qui sont terminées là, la semaine dernière. Mhm. Maintenant, d'après toi, est-ce que c'est le début de la fin pour le courant illibéraliste? Non, écoute, je pense pas. Les questions migratoires, les questions d'insécurité en Europe, c'est structurel, là. C'est pas un Mhm. truc anecdotique. C'est là depuis des décennies. Les gens, à tort ou à raison, sont convaincus qu'il y a des problèmes. Ces problèmes-là sont causés en grande partie par l'Union européenne, par Bruxelles. Et puis, il y aura toujours un électorat qui va être prêt à adhérer à cette thèse-là, à ce courant-là. Et puis, on va voir hein, dans un an les élections présidentielles en France, peu importe qui va diriger le Rassemblement national, que ce soit Bardella ou Marine Le Pen. Je pense que c'est gagné d'avance, là. Le premier tour, le Rassemblement national va finir en tête. Maintenant, après ça, au deuxième tour, on verra là, Ouais. le jeu des réalignements stratégiques entre la droite traditionnelle, les socialistes, l'extrême gauche. Qui va aussi être l'opposant au second tour, hein, parce que Mhm. là, on a vu dans un sondage récent que le seul politicien, entre guillemets, traditionnel qui aurait des chances de l'emporter contre soit Bardella ou Le Pen, c'est Édouard Philippe, Ouais. l'ancien premier ministre de Macron. Donc, la question, c'est est-ce qu'il va y avoir un ralliement autour de sa personne, tant à gauche, au centre ou à droite? Donc, le résultat de l'élection présidentielle va plus être un jeu de stratégie comme ça entre les Mhm. différents partis, mais il n'en reste pas moins que si tu cumules au vote du Rassemblement national les votes aussi de la France insoumise, qui est classé comme un parti d'extrême gauche maintenant, tu sais, vous avez un Français sur deux qui vote essentiellement à l'extérieur Ouais. de l'arc Ouais. républicain. Ouais. Euh, donc, puis bon, il y a Est-ce que, l'AfD en Allemagne aussi, il y a ouais, une élection régionale, c'est en Saxe, je crois, où le parti pourra obtenir une majorité absolue. Alors que ouais. le système allemand repose en partie sur la proportionnelle, c'est un système mixte. On comprend pourquoi, hein, parce que c'est pour empêcher qu'un seul parti en vienne à s'arroger tous les pouvoirs. Mhm. Bon, avec le passé allemand, on s'entend que c'est mieux une coalition qu'un parti qui prend tous les pouvoirs, mais malgré le système électoral en place, l'AfD risquerait de remporter une région Mhm. par un vote, une majorité absolue. Donc, en Allemagne, le vote anti-immigration, anti-Union européenne et tout ce qui est associé à l'Union européenne est en forte progression aussi. Donc, ce courant-là Mais est là pour rester, là. je pense qu'il ne faudra pas exclure en France, au deuxième tour, Mélenchon se retrouve au candidat du Rassemblement national. C'est une possibilité. Oui, c'est une possibilité. Parce qu'il peut aller chercher, parce que si la droite se fracture, mais aussi la Mhm. gauche, si la gauche est incapable de s'entendre, puis que tu te retrouves avec, en tout, là, avec tous les candidats, 7 ou 8 candidats à la présidentielle qui émiettent les votes, Mélenchon arrive avec un socle d'à peu près 14%, C'est ça. 15% dans la plupart des sondages. Il peut peut-être monter à 17%, puis là, tu te retrouves avec le Rassemblement national et le LFI Au au deuxième deuxième tour. tour de scrutin. Oui, La France s'en irait vers un gouvernement dirigé par des extrémistes. oui, c'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier, en 2000, en Deux, 2002, euh,
C'est, Le Pen est passé au deuxième tour avec voilà, à peu près 17, c'est ça, 17-18%. 17% de Ouais, mémoire, 17%. Donc, le taux de qualification, maintenant, en ouais, France, est devenu extrêmement bas. Puis c'est ça, on va voir, là, parce qu'il y a trop de candidats. la droite est tellement déchirée. Là, vous avez euh, Laurent Wauquiez, vous avez Retailleau, des gens plus d'une droite plus dure, type sarkozyste. Ouais, Après ça, plus au centre, ben, il y a Édouard Philippe et Gabriel Attal. Là, on parle aussi, non, mais c'est François Hollande qui se préparait ben oui. Prépare son retour. à son retour. Make Holland Great Again. Raphaël Glucksmann, Ouais, qui serait peut-être là, le candidat naturel du Parti socialiste. Mais bref, c'est ça. Mais Mélenchon, lui, oui, oui, ça va. il a une Mais base là, d'un bon 15%. je voulais revenir quand même à l'illibéralisme. Bon, alors, cette défaite est sévère pour Orban, mais ça ne veut pas dire que ce qu'il a implanté en Hongrie a complètement échoué, d'autant plus que Magyar, tu l'as bien décrit, adopte certaines de ses politiques. On a vu en Italie que Mme Meloni était classée à l'extrême droite, mais elle a l'air de se recentrer pour essayer d'être acceptable aux yeux de l'Europe. Est-ce qu'on assisterait aussi à d'autres partis illibéraux qui commenceraient à sentir l'approche du pouvoir et donc se modéreraient dans leurs aspirations? Ben, c'est la stratégie de Marine Le Pen avec le Rassemblement national depuis C'est vrai. plus d'une décennie, hein, la dédiabolisation du parti. Ouais, Qui aurait pu penser il y a 10 ans à peine de ça que, que le Rassemblement national serait le parti qui défend la communauté juive en ouais, France? Donc, c'est ça, inévitablement, pour tout parti radical ou, entre guillemets, extrémiste, pour prendre le pouvoir, ben, ils n'ont pas le choix de se recentrer. Donc, le fait d'Orban, lui, a été élu sur un discours plutôt centriste, mais c'est une ouais. fois arrivé au pouvoir qu'il s'est radicalisé. Donc, il lui a fait un petit peu le chemin inverse. Hmm, Mais on le voit très bien. Puis, de toute façon, Mélanie, elle dirige une coalition, donc elle n'a pas le choix aussi de mettre de l'eau dans son vin. Mais c'est le Rassemblement national aussi, qui refuse même de se classer comme un parti de droite. hmm, Donc, patriote, etc. Mais on n'est même pas à droite. Donc, s'il y avait comment dire, pas une investiture, une convention de la hmm, droite pour dégager un mhm. seul candidat, bon, il ne participe pas, on n'est pas à droite. Puis c'est vrai, d'une certaine façon, anyway, son programme économique est plutôt à gauche. Donc, OK. c'est un parti qui est un peu difficile à qualifier. On le Euh, prend une coalition avec LFI. Ben, écoute, il y a beaucoup d'éléments sur le programme économique du Rassemblement national qui, effectivement, a des relents du programme économique de la France insoumise, là. Ouais, C'est plus sur les questions migratoires, européennes, de sécurité, où là, le parti est clairement un parti de droite, là. ouais. Bon, ben écoute, j'ai parlé très rapidement d'un texte dans Le Monde il y a environ 2 semaines où on parlait justement de la révolution des armes autonomes. Donc, l'intelligence artificielle est en train de prendre le relais. Il y a de moins en moins d'êtres humains impliqués dans la prise de décision sur le champ de bataille. Donc, c'est une grande révolution. Puis, il y a beaucoup de lignes rouges, beaucoup d'inconnus. Est-ce qu'on doit permettre à des armes autonomes d'avoir un droit de vie ou de mort sur des individus? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces armes-là en viennent à être incapables de faire la distinction entre les combattants puis les civils? Puis ultimement, là, c'est la grande phobie hollywoodienne là, de Skynet qui devient autonome, prend le contrôle de la machine et détruit l'humanité. Je pense que puis dans l'article, le mot autonomie, arme autonome, ça revient souvent. Puis moi, je refuse ce qualificatif-là parce que l'autonomie, ça fait référence à l'autonomie humaine. Toi Ben et oui, moi, on est en mesure, avec notre raison, nos émotions, on est en mesure de faire la distinction entre le bien et le mal. Et c'est notre autonomie, cette autonomie-là, qui nous amène à poser des gestes X ou Y. Or, les armes, soit, entre guillemets, autonomes, n'ont pas cette capacité-là de pouvoir faire la distinction entre le bien et le mal. Mais lorsque ces armes-là décident de frapper contre des individus, c'est pas leur décision,
c'est la décision d'un algorithme. Et Hmm. l'algorithme est prédéterminé par un être humain ou des êtres humains. Donc, ces armes-là ne sont pas autonomes. Elles sont automatisées. Elles agissent C'est pas uniquement en du tout la même fonction, chose. pas la même chose du tout. C'est comme un somnambule. Le somnambule ou une personne qui est sous hypnose. La personne sous hypnose, on peut lui faire faire tout ce qu'on veut. Mais cette personne n'est plus autonome et ça fait en sorte, par exemple, qu'une personne sous hypnose qui commettrait un meurtre ne pourrait pas être tenue criminellement responsable parce que la personne est dépourvue à ce moment-là de sa capacité de faire la distinction entre le bien et le Mhm. mal. Donc, ces armes-là dont on parle aujourd'hui, elles sont automatisées. Leurs réactions dépendent d'un algorithme qui est prédéterminé par l'être humain. Donc, à partir de ce moment-là, si une arme automatisée se met à abattre des civils ou un système de défense antiaérienne se met à abattre des avions commerciaux, ben, c'est la faute soit d'un mal fonctionnement de l'algorithme, du système informatique, ou parce que l'algorithme a été mal pensé par l'être humain. Mais dans un cas comme dans l'autre, on ne peut pas parler d'autonomie Mhm. informatique. C'est comme, encore une fois, les voitures, les Tesla ou qu'on appelle véhicules autonomes. Ce pas des véhicules autonomes, c'est des véhicules automatisés qui agissent, qui vont réagir en fonction d'un algorithme qui a été prédéterminé par l'être humain. Je vous donne un Mhm. exemple. C'est un exemple qui est utilisé par Luc Julia. J'ai son livre ici. Je vous recommande. D'ailleurs, attends un petit peu. Voilà. Un livre très intéressant. L'intelligence artificielle n'existe pas. Mhm. Donc, Luc Julia, pour la petite histoire, c'est un pionnier de l'intelligence artificielle. C'est lui qui a fait Siri, le, le- 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 Et- le- le petit logiciel, là, quand vous avez un problème avec votre téléphone, vous lui demandez Siri, peux-tu me renseigner? C'est lui qui est derrière l'invention de Siri. Puis il raconte dans son livre quelque chose qui est parlant. Une compagnie testait, je ne sais pas si c'est Tesla ou une autre compagnie automobile, testait ses véhicules autonomes sur la route. Et puis à un moment donné, les ingénieurs ne comprenaient pas pourquoi la voiture s'arrêtait au milieu de la route pour aucune raison apparente. ah oui, Finalement, réalisé qu'il y avait des petits comiques qui avaient réalisé que la compagnie faisait des tests dans le secteur. Ils avaient mis sur leur sac à dos des signes d'arrêt-stop. Puis quand la voiture arrivait, ben, il se tournait de bord, puis là, ben, le signe d'arrêt apparaissait dans la caméra de la voiture, puis la caméra était designée pour s'arrêter ben au oui, moment où elle voyait un signe d'arrêt-stop. Ben, la voiture s'arrêtait. ah oui, Ah ben, un individu autonome comme toi et moi, si on conduit, puis on voit un petit comique comme ça avec un signe d'arrêt sur son sac à dos, on ne va pas s'arrêter. On va être ouais. capable de comprendre que c'est une blague, puis ce n'est pas vraiment un signe d'arrêt. Mhm. Ça, c'est de l'autonomie. C'est la capacité de désobéir. C'est la capacité d'utiliser son jugement dans des situations complexes comme celle-là. C'est ça, l'autonomie. La machine n'est pas capable de faire preuve de ce jugement-là. Donc, et Donc, tout, ce que tu nous dis, c'est que le personnage de Hall dans Odyssée 2001 n'existe pas. non, puis je pense pas qu'il va pouvoir exister un jour parce que, encore une fois, puis ça, c'est l'autre chose aussi, on parle d'intelligence artificielle. Encore une fois, ce que ces machines-là sont capables de faire, c'est pas de l'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est une série d'habilités. On en a une douzaine, une quinzaine, les auteurs diffèrent sur la question. Donc, par exemple, ce qu'on appelle l'intelligence émotive, l'intelligence musicale, l'intelligence logico-mathématique, etc., etc. Donc, ce sont des habiletés qu'on a tous, mais à des degrés divers. Moi, je suis absolument nul en musique pour jouer d'un instrument. Donc, mon niveau d'habileté en matière de mon intelligence musicale, elle est très bas. Par contre, Ouais. pour d'autres habiletés, je peux être supérieur à d'autres en matière de sport. Je suis quand même plutôt bon dans certains sports. C'est aussi une habileté. Mais ce qui fait qu'une personne est intelligente, c'est l'accumulation de toutes ces habiletés-là. Et c'est ça la définition d'intelligence. Et c'est ça aussi qui nous rend uniques. Parce qu'on a tous, ces habiletés-là, on les possède tous à des degrés divers. C'est ça qui nous rend uniques. Or, quand vous avez, par exemple, ChatGPT, ChatGPT a l'air comme logiciel, ça a l'air extrêmement intelligent. C'est capable de vous pondre un texte de 5 000, 10 000 mots, Mhm. 200 mots, peu importe la directive que vous lui donnez, en quelques secondes ou en quelques minutes. Puis c'est un texte qui est cohérent et qui est unique, qui n'a pas été, c'est pas copié-collé de l'Internet, de Wikipédia. Donc le texte est original, il est unique. Mais est-ce que vous êtes capable de demander à ChatGPT?
de faire, de faire des distinctions en matière du bien et du mal. Non, il va vous dire, Mhm. je n'ai pas été programmé pour faire ce genre de choses. Est-ce que vous allez demander à ChatGPT de faire des distinctions, puis une appréciation d'un morceau de musique? Ben non, il n'est pas capable. Est-ce que Mhm. ChatGPT est capable de botter un ballon? Ben non, il n'est pas capable. Est-ce que, tu sais, bon, c'est ça. Donc, ChatGPT, c'est une habileté pour laquelle le logiciel est supérieur à nous, mais ce n'est qu'une seule habileté et non OK. l'ensemble de toutes les habiletés qui constituent l'intelligence. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut faire extrêmement attention quand on parle d'armes autonomes, de véhicules autonomes, voire même d'intelligence artificielle. Moi, au lieu d'utiliser l'expression intelligence artificielle, je préfère utiliser l'expression habileté artificielle. Mhm. Et au niveau de ces habiletés-là, Ouais. les machines nous dépensent. Tu sais, par exemple, Deep Blue qui a réussi à battre Gary Kasparov il y a à peu près 25 ans de ça aux échecs. Le logiciel est tout simplement capable de calculer les différents moves possibles de manière complètement exponentielle par rapport au Mhm. cerveau humain. Bon, ben, ça, c'est. Mais est-ce que Deep Blue est capable de faire preuve d'intelligence émotionnelle? Ben, non. Non. Parce que Deep Blue n'a qu'une seule habileté. Donc, c'est pour ça, moi, j'utilise l'expression habileté artificielle et Et non. donc, les armées, la guerre d'aujourd'hui, euh, elle prend quel tour finalement? De plus en plus d'armes automatisées Mhm. vont occuper le champ de bataille. Oui, ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, le défi, c'est est-ce que ces armes-là sont bien programmées? Est-ce qu'elles sont bien pensées, bien programmées? Puis si c'est le cas, ben, moi, personnellement, je n'ai pas les craintes que les auteurs cités dans l'article ont. Mais évidemment, encore une fois, ça va dépendre de la capacité que les hommes vont avoir de bien programmer ces armes-là. Si on Mhm. les programme tout croche, c'est sûr qu'il va y avoir là, des civils qui vont être tués. Mais tu sais, par exemple, le Iron Dome israélien, qui a été construit qui est fabriqué pour abattre là, des missiles du Hezbollah ou du Hamas, extrêmement efficace. Contre les missiles du Hamas et du Hezbollah, extrêmement efficace parce en quelques secondes, il est capable de percevoir, OK, ce qui vient d'être lancé du sud du Liban ou de la bande de Gaza, ça a la shape, la dimension d'un missile Qassam. Bon, voilà en l'espace d'une seconde. On sait que c'est un missile. Maintenant, une autre seconde, où est-ce que le missile, sur la base de l'angle de la vélocité, où est-ce que le missile va tomber? Au milieu du désert, dans la Méditerranée ou dans le centre-ville de Jérusalem? Il va être en mesure de détecter ça immédiatement et le Mhm. système va lancer des contre-missiles uniquement si le missile du Hamas ou du Hezbollah a des chances de frapper une zone civile qui Ouais. est habitée. Parce qu'on dit que chaque missile coûte 1 million de dollars. Donc, si le missile terroriste va tomber au milieu du désert, on ne va pas gaspiller 1 million de dollars pour abattre un missile qui va tuer personne, à part peut-être un Mhm. chameau. Donc, Mhm. mais l'être humain n'a pas la capacité, en l'espace de quelques secondes, de faire ce type de calcul-là. Mhm. Mais l'habileté du Iron Dome lui permet d'agir rapidement comme ça. Or, le Iron Dome n'a jamais abattu d'avions civils, n'a jamais commis d'erreur de la sorte, a toujours bien fonctionné, ce qui démontre que une arme automatisée qui est qui est construite de façon adéquate sur la base d'un algorithme qui est bien réfléchi, qui est bien pensé et qui a probablement été testé longuement, peut réaliser un travail qui est tout à fait convenable et discriminer entre les combattants et les non-combattants, ce qui est une des règles fondamentales de la guerre. Donc, c'est ça. Moi, je ne suis pas particulièrement inquiet, mais dans la mesure où les armes qu'on utilise, automatisées qu'on utilise, sont bien réfléchies, bien pensées, Mhm. puis bien programmées par des gens qui s'y connaissent, là. Ouais. Ouais. OK. Ça Voilà. éclaircit la chose, en espérant que les gens adoptent l'explication que tu as donnée et surtout utilisent les bons mots pour nommer les choses. Oui, exactement. Donc, automatisé et non autonome. Moi, Voilà. c'est la distinction conceptuelle que je fais. Puis c'est pas juste deux mots qui sont synonymes. Non, non. Ces deux Non. mots-là ne sont pas synonymes, font référence à des notions qui sont totalement opposées l'une à l'autre. Ouais. Voilà. Bon. Ben, Bon. merci, mon cher. On va vous laisser quelques secondes et puis on va revenir avec une deuxième partie. On a un auteur, Corim, cette semaine.
qui est déjà dans la salle d'attente. Donc, je vais le faire rentrer dans quelques secondes. Donc, restez avec nous. Alors, nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, nous accueillons Jan-Peter Olters, qui est un spécialiste du développement international. Monsieur Olters est diplômé doctorat en économie de l'Université McGill et en plus, il a 25 ans d'expérience au sein de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Il a publié la semaine dernière sur le site du Conseil des relations internationales de Montréal un texte intitulé, je vous le lis, Une stratégie chinoise pour les puissances moyennes. Alors, nous allons laisser à M. Holters le soin de nous présenter sa thèse au cours des prochaines minutes, disons un maximum de 5 minutes. Et puis ensuite, nous lui poserons une série de questions sur ces puissances moyennes et leur face-à-face, leur rapport à la Chine. Il faut comprendre ici par puissance moyenne des pays comme le Canada, l'Australie, l'Italie, l'Allemagne. Et donc, on ne va pas parler des grandes puissances. Au contraire, les grandes puissances sont engagées dans une rivalité politique, économique et militaire. Et quand on parle des grandes puissances, ben, évidemment, c'est les États-Unis, la Chine et la Russie essentiellement. Et donc, que peuvent faire les puissances moyennes face à ça, mais surtout face à la Chine? Donc, Monsieur Holters, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Coulon, Monsieur Caro, pour votre invitation, pour votre intérêt et certainement pour cette l'occasion de présenter ce que j'ai écrit dans le blog de Corim. Le point de départ est aussi incertain et clair. L'ordre international libéral est devenu fragile, peut-être déjà cassé. Le changement le plus marquant de ces derniers temps a été la guerre menée par la Russie en Ukraine et la politique du America First du Donald Trump. Et maintenant, la guerre américo-israélienne au Proche-Orient va accélérer, à mon avis, les développements qu'on a. Pour des puissances moyennes, cela signifie une chose. Ils ne peuvent plus garantir leur autonomie politique et économique. Ils doivent renforcer leur coopération pour défendre leurs intérêts. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a trois grandes puissances, les États-Unis, la Russie et la Chine. Le rapport réciproque façonne le nouvel ordre mondial. Contrairement à la Russie ou, disons souvent, aux États-Unis sous Donald Trump, la Chine continue de parler la langage du multilatéralisme, du droit international et de la coopération mondiale. Mais Pékin ne le fait pas par pur idéalisme. Il le fait dans son propre intérêt. La Chine ne cherche pas à abolir les règles internationales. La Chine veut les remodeler de manière à accroître son propre poids. C'est là que réside le véritable défi. La Chine ne propose pas un ordre mondial nouveau. Elle veut transformer l'ordre existant selon les propres priorités. D'une part, elle met en place des formats parallèles, comme le BRICS+, comme l'initiative Belt and Road. C'est précisément pour cette raison que l'Occident non américain ne peut considérer la Chine ni seulement comme un adversaire, ni seulement comme un partenaire. Une logique binaire, l'intégration ou la confrontation, ne suffit pas. Dans la
découle la thèse centrale du texte. Les puissances moyennes ont besoin d'une stratégie chinoise différenciée, disciplinée et commune. Si elles agissent séparément, Pékin les traitera comme des marchés distincts et les mettra en concurrence. Si elles agissent ensemble, elles gagnent en capacité de négociation. L'idée directrice est la suivante. L'interconnexion ne doit pas être naïve, elle doit rester fondée sur le droit. Un test particulièrement important est l'initiative Belt and Road, où reste l'intérêt stratégique de la Chine. Si la Chine veut attirer les capitaux occidentaux, les technologies occidentales et une forme de légitimité politique, elle doit, en contrepartie, accepter des engagements solides, un accès ouvert au marché, des appels d'offres et des financements transparents et des mécanismes authentiques de règlement des différends. Ainsi, si l'Occident américain ne parle pas d'une seule voix, il ne sera pas considéré comme un acteur politique. Dans ce cas, ce seront d'autres qui fixeront les règles de l'ouverture et les puissances moyennes paieront les prix de la dépendance. Ce sont alors les autres qui fixeront les règles et les prix de ce nouvel ordre mondial. C'est en principe la thèse et l'idée de ce bloc de Corinne. OK. Merci beaucoup, Monsieur Holters. Dans votre texte, et là, je vais poursuivre dans la direction que vous avez indiquée, vous écrivez, les puissances moyennes ne peuvent plus seulement s'adapter, elles doivent peser ensemble sur l'architecture en formation, car, selon la formule de Mark Carney, lorsqu'on n'est pas à la table, on figure au menu. Alors ça, c'est une formule choc que M. Carney a prononcée lors de sa conférence à Davos au mois de février et qui a fait réagir, bien sûr. Personne n'a envie de figurer au menu. Donc, comment, euh, comment ne pas être au menu, justement? Vous dites les puissances moyennes doivent s'unir. Ont-elles tous le même intérêt? Je crois que M. Carney à Davos a présenté un discours clé. Ouais. C'était un discours qui a créé beaucoup d'intérêt, même en Europe, euh, même dans l'UE, où en général, je crois, on n'a plus des discussions internes sur une façon de coordonner les actions politiques. Euh, et là, euh, reste vraiment le défi d'une réponse politique, d'une réponse géopolitique, économique, euh, dans, dans, dans les défis qu'on a. Le système euh, était en train de changer d'une façon profonde. Euh, on a deux grandes puissances qui ont à ce moment des problèmes avec les règles multilatérales internationales Mhm. qui sont considérées comme des contraintes pour une politique de puissance. Euh, et là, on a une congruence entre les États-Unis et la Russie qui essentiellement et particulièrement pour l'Europe euh, est un défi existentiel. Certainement l'Ukraine, euh, certainement l'existence de l'OTAN et certainement de façon
de rétablir les relations politiques, économiques avec l'autre puissance moyenne, comme le Canada, comme l'Australie, comme le Japon, comme la Corée et les autres. Et en Europe, bien sûr, le Royaume-Uni et les autres pays dehors l'UE. Il n'existe pas à ce moment vraiment des organisations, des structures, des formats pour créer cette coordination politique entre les puissances moyennes. Euh, si nous acceptons qu'il y ait une rupture, une autre époque, euh, c'est la période où se forment des nouvelles institutions pour agir et réagir euh, dans les nouvelles ères. Et Mhm. ça, je crois, il faut réfléchir entre les pays de l'Occident nord-américain qui ensemble en train de défendre un parti de l'ordre libéral international, de renforcer la coordination vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de la Russie et bien sûr vis-à-vis de la Chine, qui jusqu'au maintenant a une relation indéfinie avec les pays de l'Occident nord-américain. Mhm. Est-ce que le Canada peut jouer un rôle moteur dans la formation de cette coalition des puissances moyennes? Je pose la question parce que dans les années 90, c'est le Canada qui a pris le leadership, par exemple, sur la Convention d'interdiction des mines antipersonnelles, la Convention d'Ottawa, ou bien la création de la Cour pénale internationale. Et donc, la diplomatie canadienne était très active auprès des gouvernements, mais aussi en collaboration avec les ONG. Est-on capable au Canada de répliquer ce genre de leadership alors qu'on vit dans un monde de plus en plus dur? J'ai l'impression qu'à ce moment, le Canada est en train de le faire. Très Euh, bien. euh, le discours de M. Carnet était un petit peu comme une introduction, euh, euh, de créer une vision. Ouais. C'est le pays qui comprend les États-Unis mieux que les autres pays à cause de la géographie, bien sûr, et l'histoire et les relations politiques, économiques, sociales. Euh, euh, il y a des relations avec le Commonwealth et il y a une relation proche avec les pays de l'Asie, euh, aussi à cause de la géographie et l'histoire, et bien sûr avec lui. Euh, euh, le pays se trouve, à mon avis, au centre d'une réflexion collective sur euh, les prochaines étapes d'une adaptation à la situation actuelle. Mhm. Et bien sûr, vous avez un Premier ministre qui a agi, qui a l'expérience directe euh, avec les institutions au Canada et au Grande-Bretagne. Euh, C'est-à-dire, il y a les deux perspectives Mhm. qu'il regarde Transatlantique. d'une façon plus directe que les autres leaders dans les pays de l'Occident américain. Mais vos détracteurs vous diront que
le droit international, pour que ça fonctionne efficacement, c'est un peu comme les sanctions. Lorsqu'on impose des sanctions à un pays, les sanctions doivent être appliquées par tous les autres pays. À défaut de quoi, elles ne seront pas respectées, elles ne seront pas efficaces. Donc, le fait que vous avez deux grandes puissances, comme vous l'avez dit, les États-Unis et la Russie, qui ont démontré depuis les dernières années que le droit international avait aucune importance pour eux, est-ce que ça ne réduit pas en soi à néant toute possibilité que puisse se développer une voie alternative qui pourrait remettre sur les rails le droit international et de sorte qu'il puisse fonctionner d'une manière comme ça pouvait fonctionner jusqu'à il y a quelques décennies auparavant? Bonne question. C'est clair. Il faut trouver des autres solutions pour le faire. Euh, Par exemple, au niveau du commerce international, à ce moment, les pays comme le Canada, les pays européens sont en train de renégocier les accords de libre-échange sans les États-Unis. Lui a négocié avec le Mercosur, avec l'Inde et avec avec l'Australie et avec les autres pays euh, pour recréer une façon euh, de renforcer les règles adoptées euh, dans un système où, à ce moment, les États-Unis, la Russie et jusqu'à maintenant pas vraiment aussi la Chine jouent des rôles actifs ou supportifs. Euh, c'est une transition. C'est une partie d'une réaction géopolitique après la rupture. C'est la situation dans laquelle on se trouve. Et ce que j'ai écrit dans ce texte, il existe une situation où euh, l'appui entre les grandes puissances est en train de changer. Il y a une euh, certaine compréhension entre les États-Unis et la Russie. Certainement, il y a une proche relation entre la Russie et la Chine avec les institutions parallèles de BRICS et les autres. Euh, il reste l'histoire de, de, de l'idée de l'Ouest quand- où on essaie de défendre à moyen terme son sécurité. Et il y a ce lien indéfini entre les puissances moyennes qui sont fragmentalisées et la Chine. Euh, il y a eu beaucoup de visites récemment, y compris le Canada, quelques pays d'Europe. À ce moment, on a eu le Premier ministre d'Espagne qui était là pour voir si on pourrait adapter, reformer, recréer, créer un système multilatéral adapté à la situation actuelle. Mhm. Dites-moi, Monsieur Holters, euh, dans la catégorie des grandes puissances, donc les États-Unis, la Russie et la Chine, je trouve qu'il y a deux groupes. Il y a le groupe États-Unis-Russie d'un côté et le groupe unique de la Chine. Il semble être plus difficile d'avoir des rapports avec le premier groupe, les États-Unis et la Russie, qu'avec la Chine, qui a au moins une rhétorique de respect envers le multilatéralisme, l'état de droit, etc. Est-ce que, et on remarque dans les sondages récents auprès des opinions publiques
que la Chine apparaît de moins en moins comme l'adversaire ou même comme l'ennemi, et que ce sont les États-Unis et la Russie qui apparaissent comme l'adversaire et l'ennemi des Européens, des Canadiens ou d'autres. Alors, est-ce que la relation avec la Chine sera, entre guillemets, plus facile? Je ne suis pas sûr si c'est plus facile, Ouais. euh, mais c'est le défi principal à ce moment pour voir si les, les aspects où on trouve des désaccords, y compris un intérêt pour avoir un système basé et fondé sur des règles multilatérales, si on Mhm. pourrait créer avec la Chine une relation pour euh, assurer un monde, le commerce international, des relations internationales qui ne sont pas complètement définies par la puissance. Ça, c'est le risque à ce moment. Et vous avez raison. Le gouvernement de M. Trump et la Russie sont engagés de créer l'espace pour avancer une politique basée sur la puissance, comme euh, défini dans la stratégie nationale de sécurité des États-Unis en novembre 2025. Euh, cette- Ce document-là, à mon avis, était une rupture énorme, euh, y compris dans la relation avec toutes les puissances moyennes qui ont été un parti de l'ancien Occident. Mhm. Euh, Si c'est possible, si c'est désirable, que la Chine joue un rôle proactif, on va voir, mais il faut le tester, je crois. Euh, D'une façon, nous comprenons relativement bien l'entrée stratégique de la Chine, euh, où j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment fait l'analyse sincère sur le potentiel. L'initiative Belt and Road était regardée comme un risque, euh, comme une menace, mais pas vraiment comme une possibilité de définir que seront les conditions, que seront les contextes pour assurer que pour les deux parties, ça sera un positif, de recréer des marchés de libre-échange avec des partenaires différents en savant où on a des problèmes, où on a des défis, où on a des risques et des risques énormes. Ce n'est pas facile, clairement. Euh, mais il faut se réorienter, je crois, euh, dans un contexte énormément risqué, énormément incertain. Euh, et le risque des pays de l'Occident nord-américain est que, en effet, on reste seul, sans appui. Euh, les trois puissances, les trois grandes puissances, trouver une façon euh, de fragmentaliser, de détruire euh, les liens entre ces puissances moyennes, euh, y compris affaiblir, détruire l'Union européenne, Ouais. qui clairement est un
but politique de la Russie et après la stratégie nationale de sécurité des Américains, aussi un objectif des Américains. Des Américains, oui, tout à fait. Très bien. Jean-François, est-ce que tu as une dernière question? Non, 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 c'est tout de Très mon bien. côté. Merci, Ben, Monsieur Holters. merci. Je vous remercie. Et, euh, Peut-être. et nous, on dit à nos auditeurs, ben, on vous souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et puis, comme d'habitude, likez l'épisode, abonnez-vous, parlez-en à vos amis. Et puis, ben, ça nous fera plaisir de vous revoir la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Balado L'État du monde. D'ici là, on vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir. Au revoir. Vous aussi. Au revoir. Merci beaucoup.